Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Maouja FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao. Bonjour, bienvenue sur la Radio Maouja FM, bienvenue sur notre émission Construisons notre avenir, qui est même le slogan de la radio. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et comme vous pouvez le voir dans cette illustre photo, nous avons Patrick Kabongo, qui est expert en cybersécurité. Voilà, nous revoilà sur notre plateau. Encore une fois de plus, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie en tout cas de nous suivre partout ici dans notre plateforme. Vous pouvez nous suivre directement sur toutes les plateformes radio, les plateformes radio. Euh, vous avez Radioline, vous avez We Love Radio, donc vous avez plein de plateformes radio qui vous permet de nous suivre directement à travers vos voitures, à travers vos écrans télévision, votre smartphone, Alexia. Donc c'est une très bonne chose. Merci de votre fidélité. Et nous sommes en direct sur Instagram, en direct sur YouTube et en direct sur Facebook. Merci, c'est une bonne chose de nous suivre. Alors, sans plus tarder, nous allons parler un peu de la cybersécurité. Beaucoup de questions se posent là-dessus. On se pose beaucoup de questions sur les logiciels, l'informatique, la numérisation, la digitalisation, les codes de protection, plein de choses qu'on va un peu se poser de questions. Et pour cela, je vais faire montrer une petite image pour vous faire comprendre un peu qui est la personne avec laquelle nous allons parler. Ça va nous permettre de comprendre dans quelle sphère parfois il réagit ici au Canada. La suite dans un instant. À garder votre crédibilité d'entrepreneur tout en ayant autant de casquettes et autant de responsabilités. La raison pourquoi je pose cette question, c'est parce que moi, dans mon expérience personnelle, j'ai l'impression que des fois, parce que je travaille à temps plein, j'ai mon entreprise aussi, et j'ai l'impression que des fois, la crédibilité en fait manque quand on va chercher un client et que le client, il sait que tu travailles pas à temps plein sur ton entreprise. Donc, quelque part, des fois, il est peut-être sceptique aussi de se dire, il se demande, mais est-ce que tu es vraiment capable de le faire, tu as un emploi à temps plein et tout ça. Donc, voilà, Je peux essayer d'ajouter quelque chose à ce que Vicky a dit. Moi, dans mon cas, j'ai plusieurs casquettes. J'ai un emploi à temps plein. J'ai fait de l'accompagnement des jeunes, donc le coaching des jeunes. J'ai fait de l'accompagnement des immigrés qui cherchent à comprendre l'environnement. J'ai 2 business. Aujourd'hui, j'ai parlé du seul business Smart Cyberspace. Mais j'ai un autre business qui est plus dans l'infographie, et ainsi de suite. Lorsque on va au réseautage, on n'a pas que les personnes du même type. Je suis informaticien dans la cybersécurité. Je vais dans un événement de réseautage. Je peux trouver quelqu'un qui n'a rien à faire de la cybersécurité, qui n'a rien à faire de l'informatique. Comme aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, on parlait juste lorsqu'on mangeait, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais quand tu travailles? Il m'a dit, je viens d'arriver, je peux faire n'importe quel métier. Mais pour moi, c'était une occasion de coacher la personne, pour lui expliquer que ça, c'est... Voilà, vous avez pu entendre un peu, il explique un peu beaucoup de choses que il y en a qui ont le syndrome de l'imposteur quand ils sont dans le business et tout, et lui, il commence à expliquer comment en fait il faut agir. Il ne faut pas que agir simplement sur la même cible, mais il faut agir sur plusieurs cibles qui vous permet en fait de trouver
tout ce qui est sécurité, logiciel, digital et tout. Il va nous expliquer ça tout de suite. Monsieur Patrick Kabongo, bonjour. Bonjour, Monsieur Kalonji. Bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs. Merci. Merci à vous d'être présent et félicitations en fait pour cette conférence qu'on a vue. Vous avez un peu expliqué un peu. Alors dites-nous un peu, c'était dans quel cadre de figure que vous avez pu parler, être conférencier et expliquer un peu certaines stratégies marketing, certaines stratégies pour se faire connaître, ainsi de suite, ainsi de suite. Le- Merci beaucoup pour cette question. C'était à l'occasion d'un forum qui s'appelait Forum Horizon d'affaires, qui a été organisé par le CFA, qui est un organisme à Hawkesbury. Hawkesbury, qui est situé dans la contrée de Prescott Russell, en Ontario. Alors, j'avais été invité comme panel pour partager mon expérience en tant qu'immigré francophone dans cette région. C'est dans ce cadre-là que j'avais eu l'opportunité de partager un peu de mon expérience et surtout d'encourager les immigrants qui arrivent ici à, à oser, à prendre le risque, parce que sans risque, on ne peut rien. Alors, pour le deuxième volet de ta question, c'est demande comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à se faire connaître, s'exposer, ainsi de suite. Pour se faire connaître, la première attitude qu'on devra avoir, il faudra être prêt à servir. Moi, j'ai rencontré les membres de cette organisation à travers une opportunité de bénévolat. Ils avaient besoin de quelqu'un pour faire du bénévolat. On était dans un groupe WhatsApp et j'ai manifesté mon intérêt. J'étais heureux de donner mes services en tant que bénévole. C'était quoi? C'était servir de la boisson dans un événement public. Je servais de la boisson, je servais de la nourriture. C'était une opportunité magnifique. Et c'est de là que j'ai appris à découvrir cette organisation, voir ce qu'elle faisait. Et je m'en suis rapproché davantage. J'ai continué à participer à différents événements qu'ils organisaient. Et une fois, ils m'ont dit, mais écoute, il y a une opportunité. Est-ce que tu penses que tu peux être panéliste? Parce que nous pensons que tu as quand même un bagage à partager. J'ai dit, mais pourquoi pas? Et voilà comment je me suis retrouvé parmi les panélistes. Et j'espère que ce que j'ai raconté a pu faire du sens pour ceux qui m'ont écouté. Très bien, félicitations. Félicitations pour cette apparition, c'était une bonne chose. Moi, j'ai vraiment apprécié. Il fallait vraiment qu'on vous interviewe là-dessus et c'est une bonne chose. Alors, quand même, on est parti quand même vite en besogne. C'était moi qui étais très pressé de savoir un peu comment ça se passait. Alors, dites-nous un peu, présentez-vous, puisqu'il y a un long parcours que vous avez pu faire dans ce domaine, dans ces filières un peu, tout ce qui est électrotechnique, génie mécanique, ainsi de suite. Donc, allez-y, présentez-vous quand même, une vague présentation de vous, et puis on va rentrer dans les peut-être 36 questions que j'ai pu avoir avec vous. Voilà. Waouh, À vous. 36, j'espère que je vais survivre après ça. Ok, à vous. Oui, mon nom est Patrick Kabongo, je suis ressortissant de la République démocratique du Congo, plus précisément de Mbujimaï, c'est de là que je viens. J'ai parcouru Mbujimaï, Kinshasa, et un certain nombre de pays pour finalement finir ici au Canada, où nous totalisons environ 8 ans avec ma famille. Alors, du point de vue professionnel, j'ai commencé mes premières études à l'université de Mbujimaï dans l'option de la mécanique. J'ai terminé là-bas comme ingénieur civil mécanicien. Mais pendant mon parcours, j'avais beaucoup d'intérêt pour l'informatique et j'ai rencontré de très bonnes personnes qui m'ont poussé, qui m'ont aidé à avoir des notions d'informatique. Et c'est de là que je me suis dit, ben, pourquoi ne pas continuer là-dedans? Une fois que j'ai terminé mes études en tant qu'ingénieur mécanicien, mon premier emploi, c'était en informatique. J'étais un agent de saisie dans une compagnie de Mbujimaï. J'ai fait ça pendant, je pense, 6 mois. Et puis, j'ai continué à apprendre davantage.
De là, je me suis retrouvé à devenir formateur dans les outils bureautiques, toujours en Bujimaï, dans une institution qui s'appelait JITEM à l'époque. Pour ceux de Bujimaï, ils connaissent bien cette institution. J'ai fait là-bas environ 1 année et demie avant de quitter pour me rendre à Bracongo, où j'ai travaillé encore un peu du côté informatique et aussi comme opérateur de communication. On utilisait un logiciel qui s'appelait Pacrat pour transférer les messages de phonie vers différentes destinations. Après ça, j'ai quitté Bujimaï pour me rendre à Kinshasa, où j'ai commencé à faire par une formation dans le développement des applications, notamment la programmation orientée objet. Et puis, je suis allé travailler pour une compagnie dans l'informatique qui s'appelait ECP à l'époque. Je salue mes anciens collègues de ECP en passant. Là-dedans, j'ai fait le développement, j'ai fait aussi l'administration système et un peu d'enseignement, donc de formation. Après cette période, j'ai quitté, je suis allé travailler pour un ASP, donc Internet Service Provider, qui est un fournisseur de services Internet qui s'appelle Microcom. Ils sont encore à Kinshasa. Et là, j'ai fait, si ma mémoire ne me trompe pas, environ 3 ans, 2 ou 3 ans avec Microcom. Et après les belles années avec Microcom, j'ai quitté pour aller au CRS, qui est un organisme international, qui est toujours à Kinshasa. Avec CRS, jusque-là, c'était toujours de l'auto-formation, comme je l'ai dit. Une fois que je suis arrivé au CRS, c'est là que j'ai eu ma première certification formelle, mes premières formations formelles dans le domaine de Microsoft, comme Microsoft Certified Engineering. J'ai eu mes premières certifications et j'ai fait environ 5 ans avec CRS. Et en quittant CRS, je suis allé rejoindre Vodacom, où j'ai travaillé d'abord comme gestionnaire informatique pour les collègues qui faisaient le support à distance. J'avais une équipe de techniciens qui allaient faire le support des différents clients à distance. Donc, j'avais cette équipe-là. Et ensuite, ma carrière a évolué un peu à Vodacom, finalement, pour que je me retrouve dans le domaine de la cybersécurité. Encore une fois, comme je l'ai dit au tout début, comment je me suis retrouvé dans la cybersécurité, c'était par une opportunité de bénévolat. Vodacom avait besoin de quelqu'un qui pouvait faire un assessment, donc une évaluation de la posture de sécurité en utilisant la norme ISO 27001, chose que j'ai faite. Et après cette évaluation, j'ai eu le poste comme spécialiste en cybersécurité. Je me suis formé, j'ai continué à travailler avec eux et de là, j'ai quitté pour finalement venir au Canada où j'ai atterri d'abord au Manitoba. Et pour commencer mon entrée au Manitoba, j'avais besoin de comprendre un peu de la culture canadienne. Et pour comprendre la culture canadienne, j'ai commencé par une banque où j'ai travaillé comme Member Service Representative. Ça veut dire quelqu'un qui travaillait, j'étais à la caisse. À la caisse, je recevais les gens qui venaient pour retirer de l'argent, faire des transactions bancaires. C'est ça le travail que j'ai fait une fois que je suis arrivé au Manitoba et je l'ai fait pendant 8 mois. Après les 8 mois, j'ai quitté pour aller finalement à MPI, qui est Manitoba Public Insurance, qui est en fait l'unique compagnie d'assurance automobile au Manitoba. Et là-dedans, je suis rentré dans mon domaine de la cybersécurité. J'ai fait environ 9 mois à 11 mois avec eux. Et j'ai quitté Vodacom. Oh, tu es allé fouiller mon background, c'est bien. Ça, Ça, c'était à l'université parler de de ça. Carleton, c'est ça? Oui, Ouais. c'était à l'université de Carleton. Radio Mauja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant.
Radio Maweja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Comme on poursuivait avec cette présentation, on avait vu que tu étais à Carleton Université, tu nous as parlé. Mhm, Et directement, on pourrait avoir quelques demandes, enfin quelques questionnements sur la cybersécurité. Souvent, mhm. on confond la cybersécurité avec la cybercriminalité. Est-ce que c'est deux mots qui sont pareils ou c'est deux mots qui sont distincts? On voudrait faire un peu ces distinctions et cette précision-là. Monsieur Patrick Kabongo, à vous. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kalonji. Je voudrais ici utiliser un langage simple pour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs, tous les équipements informatiques qu'on a sous différentes formes sur les ordinateurs, les téléphones intelligents, ainsi de suite. Tous ces équipements peuvent être utilisés pour mener des activités illégales. Ces équipements sont interconnectés. Aujourd'hui, on peut transmettre les messages d'un point A vers un autre. On peut effectuer des opérations bancaires en utilisant nos téléphones intelligents ou nos ordinateurs. Notre identité aujourd'hui peut être transportée sur notre téléphone, sur notre ordinateur, ainsi de suite. Alors, tous ces équipements peuvent être utilisés pour mener des activités illégales. Les activités illégales qui peuvent être menées en utilisant les équipements informatiques ou en utilisant, en bref, ce qu'on appelle la cyberspace, le cyberespace, ça s'appelle de la cybercriminalité. Ces activités incluent notamment le vol d'identité, par exemple, les arnaques en ligne. Aujourd'hui, vous pouvez transférer de l'argent à quelqu'un ou bien vous pouvez vous faire vider votre compte en un clin d'œil à partir de quelqu'un d'autre qui se connecte en utilisant le même outil que celui que tu as. Donc, toutes ces activités ou encore même la diffusion des logiciels malveillants et consorts, tout ça, ça fait partie des activités qu'on classifie comme la cybercriminalité. Maintenant, face à ces cybercriminalités, il y a des pratiques, des outils, des politiques, des technologies qui peuvent être mises en œuvre pour protéger les systèmes informatiques. L'ensemble de ces outils, de ces pratiques, de ces méthodes, de ces technologies font partie de ce qu'on appelle la cybersécurité. OK. Je ne sais pas si cette différence est assez claire. Oui, oui, elle est bonne, elle est bonne. Et maintenant, avec cette différence, par exemple, puisqu'on parle de la cybercriminalité, cybersécurité, Mhm, vous êtes rentré dans ce domaine maintenant, vous êtes dans ce domaine-là. Euh, mhm. la, la technologie n'arrête pas d'évoluer. Est-ce que vous faites, vu que vous avez déjà votre background, vous avez déjà ce diplôme-là, mais maintenant, quand on a ce diplôme, est-ce qu'il faut se former tous les jours, tout le temps, chaque semaine, face aux nouvelles éventualités qu'il y a et au développement technologique? Oui, c'est une très bonne question. Et lorsqu'on est dans le domaine de la technologie, la formation, c'est le mot-clé. Mhm. On se forme chaque jour de toutes les sources possibles, que ce soit par les informations, que ce soit par des journaux professionnels, que ce soit par des articles professionnels qui sont publiés en ligne, que ce soit par des conférences, que ce soit par des formations formelles, des certifications et consorts. Bref, dans ce domaine, on ne se repose pas parce que la technologie avance chaque jour, elle change. On doit se mettre à jour, on doit se former par tous les moyens et ce, chaque jour, de manière permanente. On se forme. Mhm. D'accord, d'accord. Et dans ce sens-là, quand on va dans ce sens-là, on sent que plus il faut se former chaque jour, enfin, il faut être au niveau, ça demande quand même une compétition. C'est pas assez lourd. Parfois, il n'y a pas de la concurrence entre vous, des compétitions entre vous pour être toujours à la hauteur. Ça se passe pas comme ça aussi? Oui, il y a la concurrence, mais
le domaine technique est tellement grand, tellement Mhm. vaste, qu'il est impossible de tout faire seul. Lorsque je dis qu'il y a la concurrence, c'est beaucoup plus par rapport à soi-même. Donc aujourd'hui, je voudrais devenir une meilleure version de moi-même d'hier. Demain, je voudrais devenir une meilleure version de celle d'aujourd'hui. Mais par rapport aux autres collègues qui sont dans le domaine, ce domaine est tellement vaste qu'il est impossible de tout savoir. Mais par contre, nous faisons de la complémentarité dans tout ce que nous faisons, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la cybersécurité, il y a beaucoup de domaines qui font partie de la cybersécurité. Moi, je suis spécialement dans le segment qui s'appelle le GRC. GRC, ce n'est pas GRC du Canada, mais c'est C'est pas gouvernance. GRC du Canada. Ok, Oui, ok. ce n'est pas GRC du Canada, mais c'est Mhm. gouvernance, risque et conformité. C'est dans cet Ok. espace-là. Et il y a Mhm. beaucoup de domaines qui font partie de la cybersécurité. Donc, la complémentarité, c'est le maître mot. On ne peut pas Mhm. tout faire seul. Même déjà dans l'espace de GRC, il y a tellement de choses à apprendre que on est obligé de se serrer les coudes, de se tenir la main dans la main et d'être modeste et de savoir qu'on ne peut pas détenir Ouais. la totalité de la connaissance. Alors, en France ou en Europe, il y a la RGPD qui est là-bas. Je crois que vous avez, il y a la RGPD qui est là-bas. C'est comme une sorte de police. J'espère que vous m'entendez bien, hein. Mhm. Et cette police-là, là euh, pour surveiller en fait comment ça se passe, hein, réellement, comment les choses se passent réellement. Est-ce que vous aussi de votre côté, ici au Canada, il y a la CAFC, je crois, qui est comme un centre antifraude du Canada. Est-ce que vous êtes souvent en connexion avec eux? Est-ce que vous recueillez un peu les, les incidents cybernétiques? Est-ce que vous recueillez tout ça? Quels sont c'est ça qu'on aimerait bien savoir, est-ce que vous êtes en connexion avec eux ou pas? Et puis, quels sont les incidents cybernétiques fréquents qu'il y a ici au Canada? Ça, c'est probablement une question qui va un peu au-delà de ma sphère d'influence parce que lorsqu'on parle des éléments, des événements cybernétiques qui se passent au Canada, on a des organes attitrés qui peuvent faire le reporting sur ce qui se passe. Mais je peux juste parler de quelque chose d'important dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est le RGPD, qui est au fait un règlement général sur la protection des données, dont l'équivalent ici chez nous, c'est le PEPIDA, qui donne au fait les directives sur comment collecter, protéger et distribuer les informations des utilisateurs. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, par exemple, vous êtes une institution, vous collectez une institution bancaire, vous collectez les noms, l'identité de vos clients, par exemple, vous ne pouvez pas prendre ces informations, les vendre à une autre institution. D'accord? Donc, il y a un certain nombre de règles qui entourent la protection des données des utilisateurs. Pour ce qui est du CAFC qui s'appelle au fait le Centre antifraude du Canada, ce centre a pour mission, et je pense qu'il y a des spécialistes dans ce domaine-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas être expert en tout, mais je vais juste brosser les quelques mandats, 4 mandats principalement, qui font partie du KFC. C'est notamment les signalements de la fraude, que ce soit vous en tant qu'individu ou bien les organisations ont la possibilité de signaler les incidents de fraude. Ça permet aussi la sensibilisation du public. Si vous allez sur leur site, il y a des ressources qui permettent au public, que ce soit les individus ou bien les entreprises, de comprendre c'est quoi la fraude, comment la détecter, comment s'en prémunir et surtout lorsque cela arrive, comment est-ce qu'il faudra se comporter. Elle a aussi un autre mandat de collaborer avec les autorités. Si par exemple il y a une fraude aujourd'hui,
et que, par exemple, quelqu'un arrive à s'infiltrer à travers les, les équipements informatiques d'une institution, il commet des actes de fraude et qu'on retrace cela, cette organisation a pour rôle d'informer les autorités comme la police. C'est ainsi, par exemple, que quelqu'un qui serait dans sa maison en train de mener des activités de fraude, tranquillement devant son ordinateur, il entendrait peut-être à un moment donné la GRC toquer à sa porte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu signalement et on viendrait faire la perquisition chez lui. Bien, il y a un processus légal qui entoure tout ça, mais je parle juste de manière tout à fait succincte. Mais il fournit aussi des outils de prévention. Comment est-ce que le public peut se prémunir contre les fraudes? C'est un peu ça le rapprochement que je peux faire entre les deux entités dont tu as parlé, le GDPR qui est en fait un règlement, qui a son équivalent ici, qui s'appelle le PIPIDA, et le CAFS, qui est en fait un centre antifraude ici au Canada. Mhm. D'accord. Là, maintenant, on est vraiment, on comprend un peu mieux les choses. J'espère que le son est très bien, que vous m'entendez bien. Alors, pour être clair, on sent qu'il y a un événement aujourd'hui, l'événement un peu, on sent dans les politiques que, comme on dit toujours, que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et dans ce sens, on a l'impression de voir que il y a aujourd'hui un sursaut de nationalisme qui montre un peu partout. Et on sent que voilà, il y a le patriotisme qui ressort un peu partout. Alors, dans le monde entier, il y a par exemple un sentiment anti-français, anti-européen, on va dire beaucoup plus anti-français. Et les Français se sont décidés à mettre beaucoup de codifications qui sont autres, des autres codifications, ainsi de suite. Et aussi aux États-Unis, les États-Unis veulent traiter avec d'autres personnes. Ils cherchent tout, en fait, dans cette, on a l'impression que même dans la cybersécurité, il y a une culture dedans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette culture cybersécurité qui s'intéresse aussi à tout ce qui se passe et qui doit maintenant s'adapter, changer des codes, des codifications, des protections dans la digitalisation, numérisation. Est-ce que vous pouvez, quelle est votre réflexion, vos ressentis par rapport à ça? Merci beaucoup pour la question. J'entends dans les médias, on parle des sentiments anti-français dans certains médias et tout et tout. Bon, là-dedans, il y a à boire et à manger, mais je voudrais juste aborder plutôt le côté du nationalisme. Et encore, faudra-t-il que ce nationalisme soit correctement défini. Mais à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui avec la montée du nationalisme, et chaque pays se comporte différemment lorsqu'il parle du nationalisme, il y a des choses qui ressortent. Je vous donne un exemple. Les élections aujourd'hui dans des grands pays, dans beaucoup de pays, se font par les moyens électroniques. Et ces moyens électroniques peuvent être piratés ou les résultats peuvent être influencés. Je pense que vous avez eu un peu d'écho dans certains pays où on parle des vérités des urnes, de ce genre de choses-là, de l'influence étrangère, ainsi de suite. Ce n'est pas une simple affaire de se dire, aujourd'hui, on a des dirigeants, par exemple, qui se retrouvent au pouvoir, mais lorsque on mène des enquêtes, on se rend compte que leur arrivée au pouvoir a été influencée par un autre État. Et comme on sait, comme vous l'avez si bien dit, entre les États, ce sont des relations d'intérêt. Lorsque un État favorise un autre candidat d'un autre pays pour le propulser, on comprend que derrière ça, il y a des intérêts, non pas de l'État ou bien du gouvernement du pays où le candidat a été promu, mais par contre, probablement du pays qui a influencé, qui aurait influencé ces résultats. Alors, le nationalisme induit parfois la notion de souveraineté numérique, où des pays cherchent à prendre davantage de contrôle sur leurs infrastructures numériques
Et ma réflexion par rapport à ça, ça me crée un peu un sentiment d'inquiétude. Parce que si vous avez suivi le développement informatique depuis le début, chacun faisait des choses dans son coin jusqu'à ce que c'est devenu difficile à gérer. Il y a eu des soucis d'interopérabilité, de compatibilité entre différentes plateformes. Les pays se sont mis ensemble pour que des normes puissent être développées, des protocoles de communication puissent être mis en place pour faciliter cette interopérabilité et les interconnexions. Alors, la souveraineté numérique, je ne sais pas très bien jusqu'où cela peut aller, surtout lorsque aujourd'hui on se rend compte que les systèmes d'exploitation qui sont utilisés pour la plupart viennent des États-Unis. Hein, pour la plupart, il ne faut pas se les cacher. On a le Windows, on a les Linux, on a les Mac, les Mac Exactement. OS. Mhm. On se pose la question, face à ce nationalisme, s'il n'est pas bien géré, je suis en train d'entrevoir un problème sérieux qui peut se profiler à l'horizon. Aujourd'hui, si chaque pays doit développer ses systèmes d'exploitation, où est-ce qu'on va arriver? Bon, bien sûr, les protocoles de communication sont là. Est-ce qu'on irait très loin jusqu'à développer des protocoles propriétaires, ce qui risque de nous ramener au problème qu'on avait au début de l'informatique? Bref, c'est une question à examiner par les gestionnaires des politiques publiques avec beaucoup de précautions parce qu'aujourd'hui, tous les systèmes, les infrastructures critiques de plusieurs pays développés reposent sur des protocoles similaires. Alors, jusqu'où va le nationalisme? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée et Super. il faudra vraiment qu'on se penche là-dessus. C'est un peu mon opinion et j'insiste encore, il faudra bien que cela soit défini, qu'il y ait des Mhm. couches, qu'on se dise, et C'est est-ce c'est comme qu'on c'est comme veut? si par là vous dites, non, c'est comme s'il y aura un nouveau langage informatique d'ici peu, on peut dire. Si on peut entrevoir, on peut voir un nouveau langage informatique, une nouvelle culture, des nouvelles lois universelles sur l'informatique. Donc, c'est-à-dire, c'est beaucoup de choses, en fait. C'est tout un monde, hein. C'est tout un monde, en fait. Oui, ça, c'est juste une réflexion que j'ai fait en regardant un peu l'historique de Mhm. l'informatique. Au tout début, chacun faisait des choses dans son coin, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec des problèmes d'interopérabilité. On s'est dit, écoutez, faisons les choses ensemble. Mhm. Bon, aujourd'hui, faire des choses ensemble commence à être remis en question. On ne Mais, sait pas jusqu'à quel niveau. mais pourquoi c'était tellement, ça s'est bien développé? Pourquoi intrinsèquement les gens veulent maintenant sectoriser, on dirait un peu? Il y a cette volonté-là de sectoriser, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais dire quelque chose que j'ai toujours évoqué lorsque j'ai ce genre de discussion, c'est que chaque fois, lorsqu'il y a de la discrimination ou un sentiment de supériorité d'un peuple par rapport à un autre, il y a le mal qui va s'installer, sûrement. Et ce mal va être défavorable pour tout le monde, y compris ceux qui développent ce sentiment. Et Mhm. généralement, beaucoup plus contre ceux qui développent ce sentiment de supériorité. Parce que les autres qui se sentiront discriminés peuvent se mettre ensemble, faire bloc, faire front commun contre celui qui se prend pour supérieur. Mhm. Et ça, c'est une situation très dangereuse. Ouais. C'est Ouais. un peu ma lecture des choses. Mhm. Donc, du moment qu'il y a des pays qui se considèrent comme étant des superpuissances, c'est Mhm. une bonne chose, mais superpuissance, pas pour écraser ceux qui sont faibles aujourd'hui. Sinon, la roue va continuer à tourner. Mhm.
Exact. Nous connaissons des civilisations anciennes, les Grecs, les Égyptiens, qui étaient très forts, aujourd'hui qui ne sont nulle part. Mhm. Et l'histoire se répétant, lorsqu'on se base sur les mêmes concepts, eh bien, l'histoire va continuer à se répéter, risque de se répéter encore et encore Encore pour et encore. C'est vrai. C'est des vrai. grands empires, des grands pays forts, et on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter. Mhm. Mhm. C'est un peu ma réflexion. Non, c'est vraiment une bonne réflexion. Ça, c'est encore tout un sujet. Ça, il faudrait qu'on vous prenne encore une fois de plus pendant 3 heures de temps, vous, en plus en vous. Non, mais c'est vraiment intéressant puisque c'est vrai que là, on se pose des questions, on sent que le monde change, on sent que les politiques sont en train de changer. Et c'est vrai, ce sentiment parfois de supériorité peut emmener l'être humain à amener comme une division, or que ce langage universel était vraiment magnifique. Ça permettait de réunir un petit monde là et tout. Et là, on sent qu'il y a des batailles qui sont en train de surgir. Et bon, voilà. Euh, Maintenant, parlons, quand on parlait de pays, parlons du Congo, notre pays, Congo, que nous aimons beaucoup. Et aujourd'hui, le monde a tellement avancé qu'on peut trouver encore, par exemple, des supermarchés, des grands supermarchés qui ne sont pas digitalisés. Heu, Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il nous manque une politique de numérisation? Il nous manque une politique de tout ça? Et en plus, parfois, c'est peut-être des entreprises privées qui viennent proposer leurs services. Et faut-il savoir si ces services, ces entreprises privées sont bonnes? Est-ce qu'il y a, il faut un grand système de régulation ou d'audit qui permet de filtrer, en fait, de voir si c'est une bonne entreprise fiable, privée et tout. Mais parfois, il y a des entreprises privées qui viennent, qui s'installent, qui ne sont même pas référencées ni comment je peux dire ça? Référencé ou bien, notifié dans les sphères, dans le gouvernement pour permettre en fait, à ces entreprises privées d'être référencées et de travailler légalement et d'être crédibles. Et quand ils donnent un service, quand ils rendent un service, que ce service-là soit, voilà, fiable, quoi. Mais on voit que c'est pas trop ça. Il y a un peu de tout et de tout. Comment on devrait faire dans notre pays alors? Qu'est-ce que vous avez comme observation sur cette politique de numérisation et digitale? C'est une très bonne question et c'est une question assez complexe. Mhm. Lorsque on veut développer un secteur comme un pays pour l'amener dans le sens de la digitalisation, il faudra que on comprenne quelques axes. On Mhm. a l'axe de l'homme, le développement de l'homme. On a l'axe des processus. On a l'axe des technologies et on a l'axe de la donnée. Donc, la donnée qu'on a. Ces axes, lorsqu'ils sont bien compris, la numérisation est possible. Encore faudra-t-il que on définisse c'est quoi qu'on entend par numérisation pour un pays. Oui, c'est vrai que c'est un mot large, oui. C'est un mot large. Mm. On ne numérise pas juste pour le besoin de numériser. Il faudra répondre à un besoin spécifique d'un pays et ce besoin devra être défini. Mhm. Ce que j'observe malheureusement dans beaucoup de pays africains, y compris notre cher beau pays, on a tendance à commencer par la fin. Ce n'est Mm. pas, c'est une observation constructive, je l'ai déjà partagé dans d'autres audiences. On commence par la fin. La numérisation ne commence pas par acheter des outils informatiques. Ça ne commence pas par là. Ok, Ça ça commence par commence, quoi? ça commence par la pensée. On s'est Mm. dit où est-ce qu'on veut aller. C'est comme aujourd'hui. Vous voulez construire un immeuble. Vous n'allez pas commencer juste à acheter du ciment. Donc, vous devez avoir un plan. Et dans votre plan,
vous concevez tout ce que vous voulez. Comment est-ce que vous voulez que votre immeuble, à quoi vous voulez que votre immeuble ressemble? Cela revient au même avec la numérisation. C'est quoi les objectifs qu'on veut atteindre? Et on va secteur par secteur. Je me rappelle avoir eu une conversation à un moment donné, lorsqu'on parlait de numérisation au pays. Ben, je dis, on ne peut pas y aller de manière globale à travers tout le pays. Le pays est tellement vaste. Il C'est un faudra pays avoir, continent. oui, c'est Ouais. un pays continent. Il faudra avoir un plan où on s'est dit, on définit par quoi est-ce qu'on commence. Et le point par lequel on commence pourra être utilisé comme le point pilote. Hmm. Hein. OK. Et ce point pilote, ça peut être petit, Mhm. mais il faudra Mhm. qu'on le fasse bien. Une D'accord. fois que C'est-à-dire, c'est bien fait, ouais. on peut maintenant dupliquer le même modèle ou obliger d'autres institutions à se connecter à ce Mhm. point qui peut être considéré comme un hub. OK. Et ça doit être défini sur papier en se disant, qu'est-ce que vous voulez faire avec la numérisation? D'accord? Lorsqu'on se pose des bonnes questions et il y a des experts dans ce domaine qui vont se poser des bonnes questions, recueillir des bonnes réponses, engager des bonnes personnes pour faire cette réflexion qui va donner lieu à un roadmap. Et comme je l'ai dit, les personnes, les processus, les technologies, pendant le cheminement, on éduque la population. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une carte bancaire aujourd'hui dans votre poche, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Lorsque vous prenez une carte bancaire ou bien vous allez dans une banque, on vous présente tous les bénéfices, tous les avantages de la carte bancaire. Mais est-ce que cette carte bancaire sert à la même chose pour tout le monde? Non. Par exemple, aujourd'hui, on sait que les cartes bancaires sont utilisées pour la surveillance des populations, pour le contrôle des populations. Aucune banque ne vous dira ça. D'accord? Aucune. Aucun vendeur de cartes ne vous dira ça. Il va vous présenter les avantages qui vous intéressent. Et aux régulateurs ou bien à ceux qui font de la surveillance, eux aussi ont leurs avantages. Ils voudront savoir où va l'argent que le contribuable gagne, comment est-ce qu'il l'utilise, est-ce qu'il est versé dans le blanchissement d'argent, mais tout ça, on le sait comment? Parce qu'on a de la traçabilité sur les transactions. Donc, cette communication, il y a une communication qui est publique, il y a une communication qui est privée, et chaque entité contribuant au projet de numérisation a ses objectifs. Et ce n'est pas tous les objectifs qui vont être partagés à tout le monde. Donc ça demande un projet colossal, et encore une fois, qui devra être déployé, devra d'abord être étudié, unité par unité, et déployé progressivement. C'est un peu ça ma réflexion. Ah, c'est super, super. Et qu'en est-il de l'intelligence artificielle maintenant qui tout le monde a peur de ça, hein, maintenant aujourd'hui, cette intelligence artificielle. Qu'en est-il aussi? Est-ce que vous êtes aussi parce que qui dit cybersécurité, qui dit aussi intelligence artificielle, ça va de pair ou pas? Ça qu'on voudrait savoir. L'intelligence artificielle existe depuis un bon moment. C'est récemment qu'on commence un peu à trop en parler. C'est un outil, en fait, c'est un ensemble de programmes qui font certaines choses, mais qui y ajoutent un peu une dose d'autonomie. Et l'intelligence artificielle est catégorisée. On a de l'intelligence artificielle, des outils d'intelligence artificielle prédictive, et on a des outils d'intelligence artificielle générative. Générative, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils brassent un nombre important de données
d'ouvrages et ils peuvent générer de l'intelligence à partir de là, sur base des questions que vous posez à cet outil, des questions qu'on appelle des prompts. Lorsque vous formulez des questions, c'est comme lorsque vous parlez avec un être humain. Si vous posez une question vague, vous pouvez aussi recevoir une réponse vague. De la même façon, lorsque vous conversez ou bien vous interagissez avec un outil d'intelligence artificielle à travers les prompts, plus vos prompts ou bien vos questions sont peaufinées, plus vous avez la chance d'obtenir des réponses plus affinées. L'intelligence artificielle accélère les traitements, ça rend facile certaines choses qui prenaient du temps, ça s'applique à tous les domaines, pas seulement à la cybersécurité. Aujourd'hui, par exemple, lorsque tu es dans le domaine de la cybersécurité, il est possible de faire des lettres pour faire le social engineering ou bien pour spammer avec des emails qui ressemblent vachement aux emails originaux des compagnies. Donc, l'intelligence artificielle Wow. peut simuler fortement. Mhm. Peut-être on pourra avoir une autre opportunité de parler en détail de ça Ouais. pour vous montrer jusqu'où l'intelligence artificielle peut aller. Ça fait peur, Mhm. Mhm. mais Ouais, ouais, ouais. il y a toujours un adage qui dit, occupez-vous de l'intelligence artificielle avant qu'elle ne s'occupe de vous. Aujourd'hui, Exact. on ne peut pas rester à l'écart de l'intelligence artificielle. Elle est là. Ceux qui la mettent en place font beaucoup d'efforts pour que ça soit éthique, que ce soit que les, Mhm. les biais puissent être réduits. Ouais. Moi, je suis allé, j'ai participé à des conférences et des séminaires sur l'intelligence artificielle où on dit, on veut que les Noirs viennent, on veut que des Africains viennent, on veut que les Européens viennent, on veut que les Américains viennent. Bref, on cherche toutes les nationalités, toutes les couches de la Terre pour venir à ce genre d'atelier, justement pour réduire le biais cognitif. D'accord? Donc, il y a cet effort-là. Maintenant, du point de vue de la consommation, les outils d'intelligence artificielle peuvent faire beaucoup de choses Mhm. qui peuvent aller de l'extension des capacités jusqu'au remplacement de certains postes. Il ne faut pas se le cacher. Alors, aujourd'hui, l'attitude à avoir par rapport à l'intelligence artificielle, c'est de comprendre comment ça marche, de voir comment on peut l'utiliser dans ce qu'on fait comme travail et dans sa vie quotidienne, plutôt que de rester à l'écart. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous allez dans des shops, que ce soit Walmart ou bien Canadian Real. Dans tous les shops, observez combien de caissiers humains il y a et combien de machines il y a. Exactement. Ouais, ouais. Il y a très peu de caissiers humains, Mhm. mais il y Mhm. a beaucoup plus de machines. Mhm. Donc, si aujourd'hui, vous dites, moi, l'automatisation, ça ne m'intéresse pas, l'intelligence artificielle ne m'intéresse pas, vous allez prendre un diplôme universitaire pour devenir caissier, vous risquez de finir avec ce diplôme en main, mais il n'y a pas d'emploi pour vous. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vraiment ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de voir actuellement. Et quand même, dans ce cas de figure, puisque nous sommes arrivés presque pratiquement à la fin, il y Mhm, a quelque chose qui nous a étonné. C'est pour parler un peu de ça. On va un peu voir ce que je vais vous faire montrer. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que on a parlé de beaucoup de choses, mais on mhm, a parlé aussi de chez nous, comment ça se passe. Mais il faut savoir aussi qu'il y a aussi beaucoup de génies. Et entre parenthèses, je dirais à ces génies-là, j'espère que l'État fait tout pour que tous ces génies qui inventent des choses soient vraiment brevetés, légalisés avec l'État pour que ces génies soient récompensés, hein, récompensés de ce qu'ils ont fait. Alors, mhm, dans ce cadre figure, on voit ici un élément.
c'est au Congo-Brazzaville. Je vous demande de suivre ça tout de suite et peut-être que vous l'avez vu, mais quand même, il faut le voir. On va découvrir ensemble ce que ce monsieur est en train de faire ici. Regardez, maintenant vous pouvez commencer s'il vous plaît. Ouais, donc je suis Vital Huichon, chimiste, chercheur, inventeur congolais. Donc, j'ai commencé la recherche depuis l'âge de 8 ans, donc avec le problème d'électricité qui secoue le pays, quoi. Donc j'ai mis au point l'électricité à base des plantes. Parce que les plantes, elles ne polluent pas la nature. Les plantes nous renvoient le dioxygène et consomment le CO2. Donc la plante, pour vivre, elle a besoin de chaleur et de soleil. Donc sa nourriture minérale est puisée dans le sol. Donc les éléments de base sont l'azote, le phosphore et le potassium, c'est la trilogie NPK, auquel on peut ajouter des éléments fertilisants tels que le calcium et le magnésium. Donc on va apporter de l'eau et j'ai construit le lithium. Le lithium, c'est fait à base du citron. Donc à l'origine et pendant des siècles, la seule source de la matière première a été à travers les plantes et là, c'est les animaux. Donc dans un fruit comme le citron, il existe plusieurs centaines de composés chimiques en proportion variable avec l'espèce et la partie du végétal. C'est pourquoi j'ai tiré du citron un composé que j'ai baptisé Vithium, provenant de mon prénom Vital. Vithium qui veut simplement dire vivre tranquille avec tous les éléments chimiques qui prennent la terme IUM. Donc pour cela, lorsque vous mettez le Vithium dans la plante, elle va toucher les racines parce que les plantes, elles libèrent du glucose. Automatiquement, il y a la photosynthèse de la plante et elle vous génère l'électricité en courant continu. Donc vous devez avoir un transformateur pour avoir du courant alternatif. Si vous avez un gros transformateur, vous pouvez électrifier une grande maison, que ce soit en étage que j'ai fait, j'ai déjà mis au point avec le PNUD. On a fait 4 maisons test à Pointe-Noire. Donc le processus, j'ai mis le capteur à l'intérieur, donc je vais balancer avec ce connecteur. Ici, la sortie, le courant ne peut pas électrocuter, c'est le courant continu comme le courant de la batterie ou bien de la pile électrique. Mais quand on va le relier au transfo, l'oscillateur va permettre de basculer en courant AC. Si vous voulez électrifier des maisons, il vous faut avoir, si vous avez 2 arbres chez vous, bien un arbre, vous électrifiez la maison 24 sur 24. Tant que la pousse. Ouais, contact, ouais. Et vous avez c'est l'inspiration qui me comme ça. Ah ouais, merci. Donc voilà, là nous sommes revenus sur notre plateau, vous avez vu un peu comment ça se passe. Donc il y a des génies chez nous, il y a des génies qui sont hors pair et j'espère que nous allons pouvoir développer notre technologie, notre langage aussi, notre langage informatique, ainsi de suite, puisque nous sommes dans des pays où il y a la concurrence, on est dans des pays concurrentiels. Donc, il faut aujourd'hui que nous aussi, dans notre pays, comme vous l'avez dit avant, il y a même des gens qui ont constaté que que les Congolais, quand ils apprennent, même ils font des mémoires dans leur langue et tout, ils développent des choses extraordinaires. Donc, euh, vraiment, ça, c'est un appel, vraiment, de cette personne de le contacter et de le financer comme vous pouvez le faire, le protéger comme pas possible, puisqu'à chaque fois, dès que nous faisons quelque chose, ça part ailleurs et c'est fini. Donc, c'est ce qui nous manque. Donc, voilà un peu une petite remarque et on va clôturer cette interview. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, on vous entend très bien. OK. Par rapport à ça, vous avez montré une photo lorsque j'étais à Carleton. La raison pour laquelle j'avais décidé de faire mon diplôme à Carleton, c'est dans IPS, Infrastructure Protection and International Security, donc la protection des infrastructures. Ça partait d'une question pour comprendre pourquoi il y a certains pays qui arrivent à être construits et d'autres n'arrivent pas. J'ai compris qu'il y a un élément important entre ces 2 pays, c'est que lorsqu'un pays n'a pas de plan, il ne se construira pas, peu importe ses matières premières. En ce qui concerne les infrastructures, il y a un plan d'infrastructure et une classification d'infrastructures pour dégager ce qu'on appelle des infrastructures critiques. On pourra avoir probablement une autre émission là-dessus où on parlera des infrastructures critiques. Et pourquoi c'est important d'avoir ce genre de plan? Lorsque le pays n'a pas de plan, même s'il y a des inventions comme ça risque d'aller juste comme des histoires et puis c'est fini. Mais si le pays a un plan
d'électrification. Aujourd'hui, par exemple, l'électricité au Canada ou bien dans les autres pays développés passe par ce qu'on appelle les grids. Les grids, c'est quoi? Ils font de la fédération des différentes sources d'énergie, d'électricité, pour délivrer l'électricité chez les consommateurs. Ainsi, par exemple, si on a les grids, on peut avoir de l'énergie provenant de notre ami qui a mis en place cette technologie qui peuvent alimenter les grids et être redistribués. C'est une façon de voir les choses. Donc, encore une fois, lorsqu'on n'a pas de plan, c'est difficile d'avancer. Et pour arriver à concevoir des plans, il faudra passer par l'éducation et se poser de bonnes questions. C'est quoi les problèmes que l'on veut résoudre? Et une fois qu'on a ces problèmes que l'on veut résoudre, il y a tout un écosystème qui se met autour, que ce soit le programme éducatif. Aujourd'hui, je n'hésite pas de le dire, le système éducatif en Afrique et particulièrement au Congo pose un problème. Il est déconnecté de la réalité. J'ai entendu des gens être fiers d'avoir un diplôme où il peut réciter des citations de 1800 quelque chose, de tel professeur, tel professeur. Ça fait avancer en quoi le pays? Donc, on est à l'affût des diplômes, mais c'est pour résoudre quel problème? Donc, pour revenir à la question de notre ami, il y a beaucoup d'inventions. Moi, je collecte souvent ces genres de vidéos, je les garde. Il y a eu même au Congo aussi quelqu'un qui a travaillé sur une maquette d'avion comme un hydravion, quelque chose comme ça. Donc, lorsqu'il n'y a pas de plan, c'est difficile d'avancer. C'est difficile. Et le plan, le gouvernement doit faire sa part. Les universités du Congo doivent s'élever. Le ministère de l'Éducation devra avoir le courage de réformer le système éducatif pour répondre aux besoins du pays. Sinon, on est parti pour des siècles et des siècles. Merci Patrick Cabon. En tout cas, c'était un honneur de vous avoir. Merci. On sent qu'il y a tellement de choses qu'on voudrait prendre en vous. J'ai pas pu poser toutes mes questions. J'ai pas pu poser toutes mes questions puisque faute de temps. Mais en tout cas, on va essayer de refaire encore une interview encore ici. Alors, la tradition de la radio oblige que, comme on dit, il faut toujours essayer de terminer par une langue africaine, comme on dit tout le temps. Donc, le Lingala, vous connaissez bien, vous connaissez d'autres langues, peut-être le Swahili ou le Chiluba. Vous pouvez choisir n'importe quelle langue et terminer, clôturer l'émission, et puis l'émission est finie. Moi, je vous salue et je vous dis bye bye. Et en tout cas, félicitations pour les personnes. Vous avez vu que ce mois-ci, nous avons beaucoup célébré la femme, nous célébrons aussi les couples. On dit félicitations à un couple qui a fait plus de 25 ans de mariage. Hein. On va taire le nom, on va taire le nom. Donc voilà, en tout cas, on félicite vraiment, on félicite madame. Toujours derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Derrière une grande dame, il y a toujours un grand homme. Parce qu'après, ils vont revenir sur moi pour me dire oh, oh, oh. Donc voilà. Donc, en tout cas, félicitations et c'est une bonne chose. Et n'oubliez pas que le 5 avril, il y aura vraiment une très grande organisation que madame Julie Nyonga est en train de faire avec Unifam. Je vous demanderai d'être là et vous allez voir un peu, on va parler des choses qui sont vraiment réelles, qui gênent vraiment la famille. Et il y aura des solutions, puisque on va pas que parler que du pourquoi, mais on parlera du comment faire pour donner des solutions. Et une fois que vous êtes parti, une fois que vous êtes terminé là, vous partez avec beaucoup de connaissances. Voilà. À vous, en langue africaine. Merci. Sasa kijila mwanetu Kalonji, mema Patrick Kabongo, di ngambila bana betu ba mu Congo, principalement ba mu Kasai Oriental, bwani tukwatangana kuma boku, tumona bwa kuibaka ditunga jetu. Ditunga kichintu chitu chidi waweja mutupesha bwani tumona bwa kudilombola nachi. Tukwatangana kuma boku, tumona bwa kuya kumpala. Twasakirirayo abonye enzambi ya mujolo anubenesha anulama alama bukalenga bwetu alama ditunga jetu asungila bana bamwe na Congo mwabo sudipu nanga bana betu badi ku est wa RDC Zambi anulama
anumbu shampuka yonso ili mwakala neno jipa jonso. Twasakidilai. Toi, Segdilaï, en tout cas, on a senti le vrai verbe, hein, on a senti le verbe sans hésitation, donc one way, directement. Donc, merci en tout cas, toi, Sankawabun. Donc, voilà. Allez, on se dit au revoir et bye bye. Bye On fait bye. comme ça. Merci. Excellent. Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Maouja FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao. Radio Maouja.